avec notre ami Olivier Potier, que nous avons sollicité depuis quelques années. Alors, il n'est pas rare, dans tous les débuts d'année, que les présidents d'associations se sentent pris de sympathie pour leurs adhérents et pour leur public. Donc, il n'est pas rare que les présidents d'associations se mettent à promettre à leurs auditeurs travail, bonne santé, réussite, bonheur, enfin ces souhaits sempiternels. Eh bien, cette année, exceptionnellement, Gisèle et moi, nous ne dérogerons pas à cette coutume. D'ailleurs, je serais bien ingrat de la mépriser puisque tous les ans, on me souhaite longue vie et jusqu'ici, ça n'a pas mal marché. Alors, je vous souhaite à tous le meilleur en cette année 2026. Tout devrait se passer en France de bonne façon, sauf, bien sûr, si les para-français vont aller enlever le mannequin Peace à Bruxelles, ou bien si Macron veut mettre la main sur la Belgique. Alors, mettre la main sur la Belgique, comme ça, les Français y pensent de temps en temps, mais il y a quelqu'un qui y a pensé le premier, c'est Danton. Et il a été suivi par son ami, enfin un ami, si on veut, par Napoléon. Et puis aujourd'hui, l'extrême droite néerlandaise veut faire la même chose. Donc la Belgique, nous savez qu'on fait venir de temps en temps des Belges qui sont absolument délicieux. Et à chaque fois, ils nous amènent une caisse de bière pour nous remercier. Alors parmi nous, ici, dans cet auditorium, eh ben, ça sera le meilleur, c'est-à-dire la fine fleur, la substantifique moelle, comme disait je ne sais plus qui, de l'intelligence et de la réflexion, puisque notre souci est de nous dégoter des conférenciers, des historiens ou autres, qui soient en mesure de faire comprendre l'évolution du monde, et ce monde qui va aujourd'hui si mal, avec un éclairage souvent original, mais toujours scientifiquement argumenté et baignant dans l'humanisme. Cependant, étant donné les différentes difficultés que nous affrontons maintenant, étant donné l'évolution dangereuse des esprits et des croyances, on peut dire que le travail intellectuel et pédagogique que nous avons entrepris depuis 2013, oui c'est ça, est devenu pour nous une sorte d'acte de résistance. C'est aussi pourquoi nous avons besoin de votre adhésion morale, c'est-à-dire un petit peu financière. Alors on me dit souvent, c'est bien ce que vous faites, monsieur Lefebvre, ou madame Malaval, c'est bien ce que vous faites. Ce serait mieux encore si on pouvait joindre à la parole un petit geste. Nous ne vous avons pas dit également que tous nos conférenciers viennent gratuitement. Nous leur payons tous leurs frais quand ils viennent de Belgique, donc c'est assez, ou de Marseille, comme Roland Gori, ça fait assez lourd sur nos finances. Alors, on va quand même parler un petit moment de notre invité, qui possède bien entendu toutes les qualités annoncées plus haut, notre ami Olivier Potier, agrégé et docteur en histoire, un docteur qui n'est pas parti en Belgique, non, il est là. Il y en a certains qui sont partis, comme vous savez, et il travaille un peu dans l'ombre, c'est-à-dire on lui reproche un peu sa modestie, alors qu'il fait un travail extraordinaire, et son domaine, c'est l'histoire contemporaine. Il a travaillé sur Jaurès à notre demande il y a quelque temps. Il a aussi travaillé sur le centenaire de la Grande Guerre en 2018 avec la ville de Troyes. Et il existe donc des ouvrages qui sont en vente à Troyes, soit à la Maison du Boulanger, soit ailleurs. Et il travaille pour nous dans cette conférence sur cette Seconde Guerre mondiale qui est si proche de nos souvenirs, enfin de certains, surtout de moi, et qui est si mal connu. Et il est pour l'Aube un peu le spécialiste de cette époque, et nous allons l'applaudir.
Et je vais passer la parole à Gisèle qui va nous dire que nous avons encore quelques conférences magnifiques qui vont suivre. Oui, alors, dans 15 jours exactement, donc le 27, ce sera une conférence avec Stéphanie Ladour, qui est une architecte et historienne de l'architecture, et viennent d'avoir, avec son associé, le Grand Prix d'architecture, d'ailleurs, en 2024, pour une extension et réhabilitation de l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage de Lille. Alors, elle vient sur un sujet qui est la question féministe en architecture. Et donc, jusqu'en 1914, en Allemagne, l'organisation professionnelle la plus influente des arts appliqués, c'est-à-dire qui incluait à cette époque aussi l'architecture, pensait que les femmes étaient incapables de concevoir en 3 dimensions. Donc, elles étaient forcément reléguées à la tapisserie, à la peinture, à la déco. Voilà. Évidemment, la guerre de 1914 a changé tout ça parce qu'elles ont pris les places et donc ça montrait donc qu'elles étaient capables, évidemment, de faire beaucoup plus de choses que de la tapisserie. Pour autant, si actuellement il y a une très forte représentation des femmes parmi les étudiantes en école d'architecture, le problème est différent en visibilité dans l'espace professionnel. Par exemple, vous avez à Nîmes le musée de la Romanité qui a été créé par Elisabeth de Porzenparc. Elisabeth de Porzenparc est l'épouse d'un architecte aussi qui s'appelle Porzenparc. Elle a choisi de prendre le nom de son mari. Et donc, beaucoup ont dit, mais non, c'est pas elle qui l'a fait, c'est son mari en réalité, etc. Donc, alors que c'est pas vrai, mais la crédibilité donc professionnelle des architectes femmes est toujours un sujet. Alors, c'est sur cela qu'elle viendra donc faire une conférence. Donc, ça concerne les interactions entre féminisme et architecture. Donc, sur 3 aspects, l'espace, l'écriture de l'histoire de l'architecture et la profession, c'est-à-dire quelle place ont les femmes dans les domaines de la conception de l'espace en architecture, urbanisme, paysage. Voilà. Ensuite, au mois de février, mais je ne me rappelle plus la date, c'est quel genre ? Le 3, pardon. Le 3, voilà, il y aura une conférence de Nicolas Offenstadt sur le pays perdu. Le pays perdu, c'est la RDA. Donc, il est historien, il est maître de conférences en histoire du Moyen-Âge à l'université Panthéon-Sorbonne et il est passionné d'urbex. Alors, l'urbex, c'est une sorte d'archéologie du monde moderne. Ça peut paraître paradoxal, mais il va, par exemple, dans l'ex-RDA, il va dans les usines, dans les écoles, il va sur les tables des marchés, des vide-greniers, par exemple, et il va donc essayer de récupérer toutes les traces de vie, les archives qu'il peut trouver pour essayer de reconstituer ce qu'il appelle un pays à la brocante. Bon, un pays à l'horizontale, c'est-à-dire que tout ce qui reste est par terre, au sol. Donc, il va nous parler de ce pays disparu qu'est la RDA à partir de ses recherches. Voilà. Merci. Eh bien, on va passer la parole à Olivier. Et Nicolas Offenstadt. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je profite tout de suite de l'occasion pour remercier l'Université populaire de l'Aube de m'accueillir et de me faire confiance. C'est très agréable et ça me permet aussi, moi, dans mes recherches, d'avoir un peu de suspense et de stimulation, parce que c'est aussi à cette occasion-là qu'on arrive à avancer dans les recherches. Donc ce soir, nous allons parler des combats dans l'Aube en juin 1940. Alors le titre de la conférence utilise un verbe et non pas un nom, combattre dans l'Aube, parce que je suis parti en effet de ces combats, de ce qui s'est passé et des combattants, mais vous allez voir que
Il n'y a pas que les militaires qui ont été concernés, bien entendu. En guise de point de départ, je voudrais vous lire l'extrait d'un poème qui a été écrit par René Plard en novembre 1940. René Plard, c'est le maire de Troyes, mais en novembre 1940, il ne l'est plus, il s'est retiré. Et il écrit donc un poème dont je vais vous lire juste 4 strophes, mais qui me paraissent assez éclairantes pour expliquer cette période. Il y avait partout, sur le bord des fossés, des canons délaissés par des servants ignares, des autos sans moteur et des camions sans phare, gisant sous le regard de soldats mal chaussés. Le lâche avait gagné sur le gros de la troupe, qui s'était fait hacher à la garde d'un pont. Et, sans penser à rien, en se grattant le front, il s'était campé là pour attendre son groupe. Une femme allaitait sur le bord de la route un enfant qui pleurait dans la brume du soir. Et près d'elle, sans bruit, était venu s'asseoir un grand Sénégalais de l'armée en déroute. Des cadavres fétides, la route était jonchée. Corps d'enfants calcinés, dépouilles d'animaux, l'homme devenait fou sous le poids de ses mots et fuyait, harassé, lugubre chevauché. Dans ces juste 4 strophes, tout est dit sur la tragédie qui vient de se jouer. Des colonnes de civils qui, dans l'Exode, tombent sous les bombes, des soldats en déroute qui se replient, mais combattent aussi, souvent avec la rage du désespoir. La présence, à côté d'eux, dans cette armée, de soldats coloniaux jetés, pour beaucoup, sans aucune préparation, dans une bataille sans issue. Ce paysage dantesque de cadavres, d'hommes et d'animaux, gisant sur des routes qui sont devenues leurs tombeaux. C'est une tragédie qui vient de se jouer, alors qui respecterait presque les règles des 3 unités. L'unité de lieu, c'est le département. L'unité d'action, c'est l'invasion allemande, qui est évidemment responsable de tous ces malheurs. Et l'unité de temps, là, elle n'est pas respectée parce que ça se joue non pas sur une journée, mais sur quelques jours. Ça commence le jeudi 13 juin 1940 et ça se termine, pour ce qui concerne notre département, à peu près le 18 juin. Donc c'est très court, hein. C'est la fin d'une semaine, le début d'une autre semaine. Ça va très vite. Et la question, évidemment, à laquelle je vais essayer de répondre est toute simple, hein. Comment les civils, comment les combattants, comment ces combattants devenus prisonniers ensuite ont-ils vécu cette invasion qui a donc été très rapide et extrêmement violente dans notre département. Pour répondre à cette question, nous suivrons un plan en 4 parties. La première nous invitera à réfléchir à l'invasion allemande elle-même. La seconde nous amènera à réfléchir à la situation des civils, ceux qu'on appelle les réfugiés, en fait, hein, c'est le nom qu'ils ont à ce moment-là. Troisième temps de notre exposé, nous irons du côté des soldats français pour voir justement la réalité du combat et nous terminerons par le sort des prisonniers. Vous verrez que la tragédie sera particulièrement terrible à ce moment-là. Donc, commençons par le premier temps, celui de l'invasion du département. Avant que je commence cette partie, je peux peut-être expliquer juste les 4 images qui apparaissent sous vos yeux. À gauche, donc, une image qui présente Chaours, juste après, alors non pas juste après, un certain temps après les bombardements. Je reviendrai sur cette image. Au centre, vous avez 2 images superposées, celle qui représente donc l'exode des réfugiés. En dessous, un cimetière militaire provisoire français, donc ici à l'avant du Mignot. Et à droite, une photo très très célèbre, hein, de l'entrée des Allemands dans l'agglomération troyenne, qui a été publiée entre autres par le journal nazi de propagande qui s'appelle Signal. Vous voyez certaines origines à ces photos en termes archivistiques. Donc AD, c'est pour archives départementales, 10, c'est l'Aube, AD 17, c'est les archives départementales de la Charente-Maritime. Toutes ces archives-là sont disponibles en ligne, hein, donc elles sont tout à fait accessibles. Pour la dernière photographie, c'est les Bundesarchiv, donc les archives de la République fédérale d'Allemagne, archives militaires, mais qui sont pour aussi une partie d'entre elles accessibles en ligne. Donc nous allons commencer par l'invasion allemande. Je ne vais pas y rester trop longtemps. La carte que vous voyez ici apparaître est une carte qui est tirée du centre d'archives, le CHETOM, donc centre d'histoire et d'études des troupes d'outre-mer, donc à Fréjus, qui est une subdivision du service historique de la défense. La carte en question n'est pas particulièrement historique, hein. C'est une carte qui a été réalisée dans les années 60, mais elle avait le mérite d'être assez claire.
J'ai surligné donc la place de notre département. Et ce que je voulais simplement montrer sur cette carte, c'est la position que nous occupons. Alors, dans les différentes phases de la guerre, à partir du 10 mai 1940, il n'est évidemment pas question ici d'expliquer tout ça. On va partir, je ne vais pas réexpliquer le contexte de l'offensive allemande à partir du 10 mai. Mais je vais surtout parler de ce qui se passe à partir du début du mois de juin. En fait, après divers épisodes qui sont assez connus, alors là, l'historien qui a fait la carte a utilisé des expressions comme la trouée. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte la trouée, la rencontre, la marche à la mer, et pour finir, la bataille de France. C'est de cette bataille de France que je vais parler. Vous voyez apparaître sur la carte une ligne noire un petit peu plus foncée qui court en gros de l'Aisne jusqu'à la baie de Somme. Cette ligne s'appelle la ligne Weygand. C'est une éphémère ligne de défense établie par Weygand au mois de mai, à la fin du mois de mai 1940, pour essayer de contenir les Allemands qui ont déjà avalé un morceau de territoire français, puis qui ont surtout coincé les troupes anglo-françaises dans la poche de Dunkerque, et avec tous les événements qu'on connaît sur cette opération militaire. Et cette catastrophe pour la France, puisqu'il y a une partie des soldats français et anglais qui sont faits prisonniers, une autre partie qui arrive à évacuer. Mais enfin, la situation est dramatique. Et cette ligne de défense qui n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale, avec une ligne de tranchée, c'est pas du tout ça, c'est très très éphémère. C'est une ligne qui s'accroche donc à l'Aisne, à l'est, et sur la Somme, à l'ouest à peu près. Elle va être rompue à partir du 5 juin, puis ensuite du 9 juin 1940 par les forces allemandes. Donc sans rentrer dans tous les détails, les Allemands percent très facilement cette ligne et leurs nombreuses divisions vont se déferler sur le reste du territoire français à partir de cette ligne. Donc ça commence le 5 juin sur la Somme et ça se prolonge sur le front de l'Aisne le 9 juin. Et donc nous allons nous trouver très très vite confrontés à cette percée allemande. Un dernier mot, pour avoir une vision un peu globale des choses, l'Aube, pour les Allemands, c'est pas un objectif militaire, hein, c'est juste un lieu de passage, alors qui a son importance. Juste si on regarde cette carte-là, qui est un tout petit peu plus détaillée, qui vous montre les différentes unités. Il s'agit de grosses unités, hein, je ne vais pas représenter les régiments, c'est irreprésentable, mais vous voyez donc essentiellement des divisions qui apparaissent. L'élément peut-être le plus intéressant à connaître, c'est cette zone ouest, en gros la zone qui va de Nogent-sur-Seine jusqu'à Romilly, qu'on pourrait appeler l'éventail. Donc à partir de cette zone, qui était assez importante pour les Allemands, qui se trouve donc au niveau de la Seine, se déployait un éventail qui allait disperser, diffuser les troupes allemandes dans différentes directions. Première direction, plein sud, vers la Loire, pour essayer d'atteindre évidemment le fleuve, sur lequel les Allemands prévoyaient bien entendu que les Français fassent une ultime ligne de défense. Et il y a un autre trajet très important, qui est un trajet en gros nord-ouest-sud-est, qui passe par Troyes et qui doit aller prendre le contrôle de la Haute-Bourgogne jusqu'à Dijon pour ensuite continuer si possible le plus loin vers le sud. Et vous voyez apparaître à l'est et au nord et à l'est deux autres mouvements, donc des divisions qui appartiennent à la 2e armée allemande et qui descendent sur l'Aube plein sud, donc qui vont rejoindre les divisions qui viennent du nord-ouest, et vous voyez le groupe Guderian à l'extrême nord-est, qui lui va avoir une mission un peu particulière, puisque lui il doit passer par l'est de notre département pour atteindre en gros le plateau de Langres et la zone de Dijon, pour ensuite filer plein est vers la Suisse, pour bloquer les troupes françaises qui sont en arrière, on les voit, le groupe d'armée numéro 1, qui sont en arrière de la ligne Maginot. Il s'agit donc de couper les troupes françaises de l'arrière, et donc c'est une opération qui a été décrite et qui est bien connue dans les manuels militaires. Cette invasion allemande, donc, qui déferle sur l'Aube, elle fait intervenir de nombreuses divisions. Alors les divisions, vous voyez certains sigles, donc PZD c'est Panzer Division, hein, c'est donc division blindée. ID c'est Infantry Division, c'est une division d'infanterie. Alors celle-ci c'est une division d'infanterie motorisée, donc elle est entièrement équipée de camions pour transporter les troupes. C'est le cas aussi des divisions blindées. Vous voyez aussi apparaître une division SS, dont je reparlerai à plusieurs reprises, qui est la division... Alors, je l'ai mal nommé ici. J'ai mis SSVT, en fait, c'est SSV. V comme Verfügungs. Alors, à l'origine, c'est Verfügungstruppe. Ensuite, c'est devenu Verfügungsdivision. Ça veut dire une division... Alors, à l'origine, il s'agit de troupes SS qui ont été militarisées, on va dire, vers 1933-34 et qui se sont transformées en division en 1939, juste après la campagne de Pologne. Et cette division, c'est l'ancêtre d'une division, hélas, très connue en France, qui est la division Das Reich. Donc, elle ne s'appelle pas encore comme ça, elle s'appellera Das Reich plus tard. Donc,
Vous avez ici toute une série de divisions qui vont parcourir notre département dans cette opération qu'on appelle le plan rouge. Donc le plan rouge, c'était bien sûr cette attaque à partir de la ligne Végan sur l'ensemble de la France. Pourquoi, très rapidement, pourquoi une victoire allemande aussi rapide alors, dans notre département et dans toute la région nord et nord-est, il y a 3 éléments qui sont à prendre en compte. Il y a évidemment la puissance de feu des Allemands, il y a la maîtrise du ciel, il y a la rapidité. Alors, ça renvoie à quelque chose qu'on connaît tous, sous son nom allemand ou sous son nom français, Blitzkrieg, guerre éclair, dont les historiens spécialistes nous disent qu'elle n'a jamais en fait vraiment été théorisée par les Allemands, mais qu'elle a été pratiquée par eux. Et la guerre éclair, je vous rappelle, hein, c'est tout simplement une offensive extrêmement rapide qui concentre des moyens aériens et terrestres, qui vise à faire des percées extrêmement rapides, à envoyer des éléments très loin en avant, sans délaisser évidemment les îlots de résistance qu'on peut laisser derrière, mais qui seront réduits par l'infanterie qui va arriver derrière les divisions blindées. Bien, les divisions blindées, elles avancent extrêmement vite. Il y a parfois 50, 60, 70 km entre l'avant-garde d'une division et ce qu'on appelle le gros de la troupe, hein, qui avance évidemment un peu plus lentement. Il y a une autre raison qui explique certainement cette puissance de l'armée allemande, c'est moins cette tactique de la guerre éclair qu'une certaine façon d'organiser le commandement. En fait, l'historien allemand nous explique aujourd'hui que dans l'armée prussienne, déjà, on pratiquait ce qu'on appelle le commandement de l'avant. C'est-à-dire qu'une fois que les ordres généraux ont été définis par l'état-major, on laisse beaucoup d'initiatives aux officiers sur le terrain, ce qui donne beaucoup de souplesse à l'action militaire et donc qui permet de réagir assez vite et évidemment qui peut être une des explications de ce déferlement des troupes allemandes sur le territoire français. Je ne vais pas en dire tellement plus sur cette invasion allemande qui mériterait sans aucun doute davantage d'explications, mais il s'agissait surtout ici de rappeler un petit peu les conditions générales de cette invasion. J'en profite donc pour ici reprendre cette photographie qui a été commentée par André Beury dans cet ouvrage ancien, mais qui est toujours, moi que je trouve excellent, et qui mériterait peut-être une réédition, qui s'appelle 1940-1944 dans l'Aube, le printemps tragique. Alors il faudrait peut-être actualiser certains points, parce qu'il n'avait pas eu accès à son époque à toutes les archives, mais par contre, c'est un livre qui est remarquable par les témoignages qui sont utilisés. Cette photographie, donc, il l'identifie comme ayant été prise, en gros, si vous voulez, au nord du pont qui passe sur le canal du Laboura. Donc la photo elle est prise vers le nord et les troupes allemandes qui arrivent là vont vers le sud. Et la partie gauche, le bâtiment à gauche, correspondrait à peu près à l'entrée de l'actuelle aire de camping Troyes-la-Champagne. Et vous voyez à peu près l'état de la route complètement défoncée. Cette photo elle est issue donc d'une brochure de propagande de la SS et le titre en apparaît en haut à droite si vous le voyez, Waffen SS im Westen, ein Bericht in Bildern von SS-Kriegesberichter Friedrich Jekyll, ce qui veut dire donc tout simplement les troupes SS à l'ouest, donc un reportage en images du reporter de guerre Friedrich Jekyll, qui a pris donc qui a dirigé, enfin qui était le représentant de la compagnie de propagande. Dans chaque unité allemande, il y avait des compagnies de propagande qui prenaient des photos destinées, bien entendu, à valoriser l'action des troupes pendant la guerre. Et cette photo, on la retrouve donc dans le magazine Signal pour valoriser, bien entendu, cette invasion allemande. Et il s'agit ici d'un groupe d'éclaireurs, donc d'une section de motocyclistes, hein, probablement de la division SS Verfügungsdivision, celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Autre image, alors image ici, que je dois à mon ami Baptiste Garin, qui m'a fait le grand honneur de me prêter quelques-unes de ses photographies, puisque Baptiste a constitué un fonds photographique important concernant la Seconde Guerre mondiale dans l'Aube. Vous savez aussi qu'il a découvert des photographies tout à fait essentielles pour la compréhension de l'histoire et de cette invasion allemande, et notamment ces photos qui montrent le massacre des tirailleurs sénégalais à Chasselet, donc au nord de Lyon, en juin 1940. Et les photos ont été publiées entre autres par le journal Le Monde. Et donc ce travail de collection d'images est absolument essentiel pour nous autres historiens, parce que ce sont évidemment des documents historiques importants. Juste une petite précision, dans les images qu'on retrouve
et que Baptiste retrouve de la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup d'images qui viennent en fait de soldats qui ont pris des photos avec leurs appareils photos, ce qui est alors rigoureusement interdit par le règlement, mais que tout le monde fait. Et ces photos qui ont été gardées par les familles peuvent ensuite, ça dépend si les familles les détruisent ou les gardent, mais peuvent se retrouver effectivement disponibles. Et donc pour nous, c'est évidemment essentiel parce que ça donne des instantanés de la guerre. Évidemment, les conditions psychologiques dans lesquelles ces soldats prennent ces photos interrogent. Hein. Pourquoi, vous verrez quelques-unes de ces photos, pourquoi prendre ces photos, qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui la prend. Ça, c'est une réflexion intéressante qui dépasse un peu le champ de l'histoire. Là, vous avez une photo qui nous montre tout simplement les dégâts dans la ville de Troyes, et vous voyez quelque chose de particulier quand même, vous voyez un convoi à droite, hippomobile, qui nous rappelle que l'armée allemande, ce n'est pas que des divisions blindées, la plupart des divisions d'infanterie marchent à pied, dans les divisions d'infanterie, il y a toujours un régiment d'artillerie, il est hippomobile, les canons sont tractés à peu près comme à l'époque des guerres napoléoniennes, hein, ça n'a pas changé, elles se déplacent beaucoup plus lentement, donc l'armée allemande, ce n'est pas que des divisions blindées qui vont extrêmement vite. Hein. Voilà. Et ici, évidemment, on a une photo qui nous montre la réalité de la guerre, bien autre chose que ce que les images de propagande peuvent nous montrer. Cette image nous montre les destructions. Les principales victimes, comme toujours, ce sont les civils. Et les voilà, les civils. Donc, deuxième partie de cet exposé, les civils, c'est ceux que l'on appelle les réfugiés. Donc, la photo nous montre un groupe de réfugiés, probablement en train de partir en direction du sud ou du sud-est, le long d'une route. L'endroit n'est pas identifié. C'est une photo des archives départementales. Vous voyez donc des convois avec des chevaux qui ont été récupérés. Alors, il y a des automobiles aussi, il y a beaucoup de gens à pied. De toute façon, ça s'écoule très très lentement. Les convois sont de plus en plus gros et de plus en plus difficiles à déplacer. Beaucoup de films, beaucoup d'ouvrages ont décrit évidemment ces événements-là. Ces civils, ce que je voudrais qu'on essaie de faire, c'est de s'approcher de leur réalité, parce que vous allez voir tout à l'heure, pour ce qui est des militaires, on arrive à avoir beaucoup d'informations. L'armée est une administration qui classe, qui enregistre, qui se souvient. Pour les civils, il n'y a pas grand-chose. Et donc, on a la chance, dans ce grand malheur qu'a été la Seconde Guerre mondiale, d'avoir des gens qui ont essayé de faire des statistiques. Alors, il y a une enquête qui devait avoir lieu en 1940, au printemps 40, sur les réfugiés, qui n'a évidemment pas eu le temps d'être faite. Elle est reprise en 1943. Et la chance qu'on a, nous, dans le département de l'Aube, c'est que et les services de la préfecture et les archivistes, après, ont tout conservé. Donc ça, je ne m'en étais pas rendu compte en venant dans le département de l'Aube il y a très très longtemps, mais en constatant ce qu'il y a dans d'autres services d'archives et en écoutant ce que disent mes collègues historiens d'autres départements, on a énormément de choses dans le département de l'Aube. Il y a beaucoup de choses qui ont été conservées, qui n'ont pas été détruites, y compris parfois des brouillons. Or, vous imaginez pas ce qu'on peut trouver sur les brouillons, c'est extraordinaire. Donc, des brouillons, par exemple, de calcul. Et oui, mais les brouillons de calcul, ils sont très très intéressants parce qu'ils nous donnent des informations de première main. Donc avec tous ces documents-là, j'ai essayé de reconstituer ce qui s'est passé. Alors d'abord, il y a une question qui dépasse le cadre de l'Aube, hein, qui est celle des raisons de cet exode. Pourquoi l'exode ? Alors l'exode, c'est d'abord la peur, sans aucun doute. Une peur qui réactive des angoisses qui datent de la Première Guerre mondiale et probablement qui sont plus anciennes que ça. Mais la Première Guerre mondiale, elle s'est terminée 20 ans avant, et on a encore en tête ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale. Or, tout le monde sait qu'en 1914, notre département de l'Aube a été un grand département d'accueil des réfugiés, notamment ardennais. Plusieurs milliers de réfugiés sont passés par chez nous et sont restés d'ailleurs. Et donc le mécanisme de la fuite devant les combats, alors, outre le fait qu'il est pas lié au XXe siècle, mais il est extrêmement important à comprendre pour des populations, vous allez le voir, qui viennent des départements limitrophes du nord de l'Aube. Donc la peur, c'est un élément extrêmement important, se rejoue sans aucun doute donc des peurs qui viennent de la Première Guerre mondiale. Comme la Seconde Guerre mondiale, elle commence aussi dans le nord, hein, du côté des Ardennes entre autres, il est bien évident qu'on a un flux de réfugiés qui va très très vite grossir. Alors ça n'explique pas pourquoi beaucoup de gens partent. Alors il y a une deuxième explication, et je l'ai trouvée dans l'ouvrage ancien aussi, mais intéressant et instructif, avec lequel on a le droit de pas être d'accord sur une partie des analyses, mais c'est l'ouvrage d'Henri Amouroux, vous savez, cette saga, la grande histoire des Français sous l'occupation, et il donne des informations qui sont assez intéressantes. Il dit, on part d'abord parce que les autres partent, parce que le tissu social craque.
Et ça, c'est très intéressant. Il parle par exemple des fuites des civils quartier par quartier. Dans le quartier, il y a la boucherie qui ferme, il y a la boulangerie qui ferme, il y a le tabac qui ferme, tout le monde dégage. Ça va très très vite en fait. Le voisin, l'immeuble se vide, le dernier qui occupe le dernier appartement, il part. Il faut une force d'esprit énorme pour ne pas partir. C'est comme ça dans les villages. Alors, il y a des gens qui ne partent pas, hein, mais il y a ce mouvement qui devient absolument irrépressible. Vous vous doutez bien que plus on avance dans le temps, plus la proximité de la guerre arrive, plus l'affolement s'empare des gens et on part, n'importe quand, n'importe comment, dans des conditions épouvantables. La veille, il y a des témoignages, des gens qui disent « La veille, le 12 juin, le père, il disait « On ne va pas partir. Le 13 juin, tout le monde dégage. » Alors bourre la voiture, vas-y chérie, on va mettre tout dans le coffre et on s'en va. Parce que, évidemment, il faut partir. Et donc c'est un élément qui est assez important. Il y a le patriotisme hein, qui a joué un rôle important aussi. Beaucoup de gens ne voulant pas être sous la botte allemande, alors surtout ceux qui se souvenaient de ce que les Allemands avaient fait durant l'occupation de la guerre 14-18, notamment dans le département du Nord et dans le département des Ardennes, ça ne s'était pas bien passé du tout. Donc des souvenirs cuisants de la part des Français de cette première occupation qui a été recouverte par la seconde, celle de la Seconde Guerre mondiale, mais qui a laissé des souvenirs. Il y a un troisième élément qui n'est pas du tout à négliger, c'est les consignes des autorités. À la fin du mois de mai 1940, la mairie de Reims donne l'ordre d'évacuation générale de la ville se vide. La ville se vide. Il y a l'ordre du maire d'évacuer. Et pour nous, à Troyes, ça se passe les 13 et 14 juin. Le 14 juin, un avis est placardé par René Plard à l'hôtel de ville qui indique que les services municipaux de la ville se replient à Nevers. Et morceau par morceau, toute l'administration quitte la ville. Préfecture, pompiers, police, il ne reste presque personne. Donc, c'est une situation qui ne peut pas encourager les gens à rester. Ça, c'est pour les explications. On pourrait certainement en trouver d'autres à l'échelle nationale. Quel est le portrait de ces victimes civiles? Parce que, hélas, ces réfugiés qui partent, ce dont je vais vous parler, c'est ceux qui sont morts. Pas les vivants, pas les survivants. Alors, on a plein de témoignages de survivants, bien entendu. Mais quand on veut faire une étude statistique, on est obligé de passer par ceux qui sont morts. Et les statistiques des civils morts, on les a. Donc, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir s'approcher de ce profil des civils. Alors d'abord, où sont-ils passés? Et donc ici, où sont-ils morts? Alors cette carte vous montre sur le département, à gauche, les morts militaires en vert. Les points jaunes représentent parmi les morts militaires les tirailleurs marocains ou sénégalais qui ont été tués. Ceci va nous aider par la suite pour déterminer les zones où des crimes de guerre ont pu être commis à leur encontre. À droite, en orange, ce sont les lieux de mort principaux des civils. Alors, ce n'est pas la réalité, en fait, ce que je vous montre là, c'est juste une appréciation statistique, parce que des morts, il y en a partout, en fait. Hein. Il y en a au bord des routes, il y en a partout. Mais j'ai mis les points de concentration principaux. Et donc, vous voyez apparaître, bien sûr, les axes qui ont été empruntés par les réfugiés. Vous voyez aussi, alors pour les militaires c'est un petit peu différent, et surtout vous voyez certains points qui sont plus importants, ce qui nous renvoie ici aux causes de la mort et qui sont liées pour beaucoup au bombardement, en tout cas aux attaques aériennes, nous allons en reparler. Donc qui sont-ils ces réfugiés qui sont morts dans notre département? Alors sur un total d'à peu près 753 morts, parce qu'il y a plusieurs chiffres en fait, c'est très difficile d'avoir le nombre exact de civils qui sont morts. Mais vous voyez dans le premier diagramme donc l'importance des ressortissants d'autres départements. Donc plus de la moitié des gens qui sont morts dans le département de l'Aube sont originaires d'autres départements. Vous avez ensuite les Aubois donc, qui sont morts dans leur commune et les Aubois qui sont morts dans une autre commune du département. Attention, je ne comptabilise pas ici les Aubois qui sont morts en dehors du département de l'Aube. Hein. Ils sont hors de mon champ d'études, puisque je me suis fixé sur ceux qui sont morts dans le département de l'Aube. Voilà. Et puis vous avez toujours une frange d'inconnus hein, qui sont évidemment qui apparaissent. Quelques ressortissants d'autres pays, ça ne doit pas vous étonner, parce que c'est des gens qui n'ont tout simplement pas la nationalité française, mais qui vivaient en France, des Espagnols, des Polonais, qui sont de nationalité espagnole ou polonaise, mais qui sont bien présents en France, ou italienne, hein, et qui sont comptabilisés selon la nationalité qu'ils ont à ce moment-là. Si on regarde dans le deuxième diagramme quelles sont les origines des non-aubois morts dans le département de l'Aube, la majorité d'entre eux viennent de la Marne, ce qui ne doit pas nous étonner, parce qu'en fait, compte tenu de la rapidité avec laquelle les Allemands arrivent sur l'Aube, il faut savoir qu'ils percent les lignes, pour ce qui nous concerne,
soit le 5 juin, soit le 9 juin, et ils sont dans l'Aube le 13 juin. Donc ça va très très vite. Donc il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de réagir en fait, mais les Marnais ont un peu plus le temps, et c'est pour ça qu'ils arrivent chez nous, et c'est évidemment pour eux un funeste destin, parce que c'est là que beaucoup d'entre eux vont mourir. Donc on a ici une présentation un petit peu de ce profil des civils. Parmi eux, alors je n'ai pas fait une analyse ni par âge, honnêtement, je n'ai pas eu le temps, ni par âge, ni par sexe, mais pour ce qui est de la répartition homme-femme, c'est assez équilibré en fait, plus que je ne le pensais. Beaucoup d'enfants et des familles entièrement décapitées. Je prends 2 exemples. La famille Choleva, qui est originaire de Civry-Hante dans la Marne, qui est tuée le 15 juin à Vendeuvre lors du bombardement. Et parmi les membres de la famille, il y a Odette, 9 ans, et Jean, 4 ans. Et à Chaours, c'est pratiquement toute une famille qui est totalement anéantie, une famille de Sainte-Savine, la famille Mathieu, le père, Hervé, 42 ans, la grand-mère, Berthe, 70 ans, Ginette, 15 ans, André, 9 ans, Yves, 7 ans, sont tués à Chaours. Il ne reste de survivants de cette famille que la mère de famille. Donc voilà, ce sont des drames qu'on peut multiplier par autant de nombre de gens qui sont morts. Et ceci nous renvoie aux causes des décès. Alors, les maires qui ont établi cette enquête de 1953 à la demande du préfet, pour certains d'entre eux, indiquent des origines de décès. Dans les origines de décès, il y a des origines médicales, des personnes âgées qui font des malaises, qui meurent de faute de soins, qui tombent, qui ne peuvent pas être soignées. Je dirais, c'est une des causes, enfin, je ne peux pas le chiffrer parce que je n'ai pas une analyse complète, une analyse statistique complète, mais ça arrive beaucoup pour les personnes âgées. Vous avez ensuite une deuxième cause de décès qui est bien sûr les combats, je dis bien les combats terrestres. Et oui, on va voir tout à l'heure que les civils se mêlent aux militaires et que le partage entre les deux ne se fait pas. Donc on peut être au mauvais endroit, au mauvais moment, et donc être tué dans les combats, je dis bien dans les combats. Il semble que, mais ce sera pratiquement impossible à établir de façon efficace et définitive, mais il semble que quelques civils aient été exécutés par les forces allemandes. Il y a le cas Maison-les-Soulaines, le maire note traces de balles à la tempe. Mussy-sur-Seine, un habitant de la commune qui est mort de suite de blessures mortelles par couteau ou baïonnette. À Orvilliers, un citoyen espagnol est tué d'une balle dans la tête, nous dit le maire. Alors un citoyen espagnol, il faut expliquer pourquoi. Pour les Allemands, les Espagnols sont des ennemis absolus. Donc ils sont supposés être républicains, donc ils sont systématiquement fusillés. Alors, ils sont systématiquement fusillés. Je ne devrais pas dire systématiquement fusillés. Ils sont fusillés dès que il y a une vérification qui est faite et qu'on s'aperçoit que la personne est de nationalité espagnole. Alors, il n'y a pas d'études nationales sur ce sujet-là. Je pourrais vous donner l'exemple d'un officier qui, lui, est né à Barcelone. Il est fait prisonnier par les Allemands. Ils prennent son livret militaire. Né à Barcelone, ils l'abattent immédiatement. Le gars a beau expliquer qu'il est français, qu'il est né à Barcelone, parce que ses parents étaient à Barcelone à ce moment-là, il est exécuté. Donc, ça explique aussi la violence de cette guerre, cette Seconde Guerre mondiale. Au Rissey, on a un questionnement sur 8 personnes inconnues qui pourraient être des civils qui auraient pu être fusillés le 17 juin 1940, mais ça reste encore à établir. Donc, des morts qui sont liées soit à des causes médicales, manque de soins, etc., soit au combat et évidemment au bombardement, ou plus exactement aux attaques aériennes. Donc les bombardements, on peut les voir apparaître sur cette carte-là. Donc vous voyez, les points ne représentent absolument pas l'importance des bombardements, ils représentent juste les lieux d'impact, les principaux. Je me suis aidé du livre d'André Beury, puis d'un document d'archives qui permet de faire une petite synthèse là-dessus, mais qui est très très incomplet. Donc en fait, voilà, il faudrait encore développer les choses. Les couleurs vous montrent les jours, et donc 13 juin, c'est le nord-ouest, le 14 juin, c'est le centre, et le 15 juin, c'est le sud. Donc vous avez ici, en creux, en quelque sorte, toute l'avancée des troupes allemandes, qui bombardent toujours en avant, évidemment, de leurs premières avant-gardes. Bien. Donc ces bombardements, ils sont très nombreux, ils suivent les axes de communication et ils vont se focaliser sur certains lieux particulièrement stratégiques des carrefours. Vendeuvre, Chaours, la zone Plancy, Méry-sur-Seine, Charnay-le-Bachot, Arcis-sur-Aube, par exemple.
Et donc, ces attaques aériennes, alors elles sont d'abord difficiles à, comment dire, enfin, il est difficile de calculer le nombre de morts, c'est jamais très très facile, mais on a, alors je ne peux pas vous les citer là, mais dans plusieurs communes de l'Aube, il y a des gens qui ont travaillé, des historiens qui ont travaillé, qui ont établi des bilans. Moi, je vous donne quelques chiffres généraux, mais qui ne reprennent pas forcément ces analyses historiques plus récentes, donc il faudrait les réactualiser sûrement. Méry-sur-Seine, une trentaine de morts, Charny-le-Bachot, plus de 40 victimes civiles, Plancy, 19 morts civiles, 18 militaires, Arcis-sur-Aube, ça se passe les 13 et 14 juin, 2 bombardements, au moins une cinquantaine de morts, Vendeuvre-sur-Barse, 2 bombardements, plus de 70 morts. Pour prendre quelques-uns des bombardements, je ne peux pas les étudier tous, hein, c'est pas possible. Un des plus célèbres, c'est celui de Chaours, parce qu'il a donné lieu à des témoignages aussi qui ont marqué les esprits. Je reprends un témoignage qui avait été cité par l'historien Roger Barra, l'historien du Chaoursois, et qui cite le témoignage du soldat Paul Moiseau. La danse a commencé dans le hurlement des sirènes de Stuka. Le sol était secoué, comme par un tremblement de terre. Des matériaux de toutes sortes volaient. Et puis après, les avions allemands firent un carrousel à la mitrailleuse, comme ils en avaient l'habitude. Un carrousel à la mitrailleuse. Donc il n'y a pas que du bombardement, il y a du mitraillage. Ce bombardement, il a lieu le 14 juin, vers 20h, plus ou moins 20h. Le lieutenant-colonel Otavi, qui est un officier d'infanterie coloniale, qui retraite depuis le camp de Mailly, est présent au moment du bombardement. Et il en fait le bilan. Des morts, d'assez nombreux blessés, l'incendie d'une partie du village, des maisons détruites, et en particulier un énorme entonnoir coupant entièrement la rue principale, furent le résultat de cette attaque aérienne. De plus, en direction de Tonnerre, la route était obstruée par 2 énormes autobus en flammes. Alors le bombardement et les mitraillages qui y sont liés aboutissent à la destruction, selon Roger Barra, de 47 maisons et endommagent 76 autres maisons. Et il ajoute, pour le nombre de morts, il l'évalue à 80 et à peu près le double de blessés. René Plard, qui passe à Chaours le lendemain du bombardement, dit « C'était l'enfer, transporté sur terre ». Alors, vous voyez bien sûr qu'il y a un gros cercle aussi sur Troyes, donc il y a eu plusieurs bombardements à Troyes que je ne peux pas décrire, mais si je prends par exemple juste le 14 juin, bombardement à 10h15, à 12h30, à 13h15. Et le 15 juin, les bombardements ne vont pas cesser, mais ils se mêlent à l'opération militaire qui a commencé, parce que le 15 juin, c'est le jour de l'invasion de Troyes, de la prise de Troyes par les Allemands. Ces bombardements ne servent pas qu'à détruire des carrefours, qui seraient utiles pour l'armée française. Ils servent à semer la terreur, à terroriser les civils. C'est ce que dit un rapport des renseignements généraux de 1946 qui enquête sur le bombardement de Méry-sur-Seine. Et l'inspecteur qui enquête dit ceci, à propos de Méry-sur-Seine, aucun objectif militaire n'existait à Méry, et d'après les renseignements recueillis, ce bombardement qui a causé la mort de 20 civils n'avait aucune raison d'être, sinon le plaisir de massacrer. Il n'était justifié par aucun objectif militaire. Bombardement, voilà donc la photo de Chaours. Alors, c'est bien après le bombardement, parce que vous voyez que sur cette photo, toutes les rues ont été nettoyées. Hein. C'est pas comme ça, une ville qui vient de sortir d'un bombardement, ça n'a rien à voir avec ça. Donc là, elle a déjà été nettoyée. On a utilisé des civils, des prisonniers de guerre, et dans un premier temps d'ailleurs des militaires français qui ont aidé à déblayer, puis ensuite des prisonniers de guerre français. Et la photo, alors, elle n'est pas datée, mais elle est probablement plusieurs semaines après le bombardement. Et là, on voit un officier ou un sous-officier allemand qui se fait photographier au milieu de ces ruines. Si on essaie d'aboutir à un bilan des victimes civiles, alors le premier bilan qui est établi, il est établi en 1941 par les services de la préfecture, 675 civils. Il y a un autre bilan en 1943, on arrive à 753 morts. Et dans Mémoire des hommes, qui collecte les civils tués pendant la Seconde Guerre mondiale, on arrive au chiffre de 784 civils. Autant vous dire qu'on est dans le flou parce qu'il y a probablement des gens qui ont échappé à tout décompte. Ne serait-ce que parce que certains ont pu être soignés dans d'autres hôpitaux que dans l'Aube, et donc en fait on ne peut pas savoir. Et puis il y a des corps aussi qui ont été récupérés très vite par les familles avant qu'ils soient comptabilisés par les maires. Petite remarque au niveau de l'état civil. Alors pour les civils, on arrive à avoir un état civil qui est fait. Il y a des actes de décès, pas pour les militaires. Hein. Pour les militaires, il y a une bonne partie des militaires qui sont inhumés sans acte de décès. Donc ça ne nous facilite pas forcément les choses. Ces destructions que vous voyez ici aussi, alors cette photo-là, qui nous vient aussi des photographies collectées par Baptiste Garin, peuvent montrer aussi bien les restes d'un combat
que d'un bombardement. Je me pencherais plutôt pour un bombardement, avec simplement cet instantané là, qui nous montre la réalité tout à fait évidente de la guerre. Hein. Ça vient de se produire. La maison brûle, on est le long d'une route, quelque part dans le département. Ça nous emmène donc du côté des combats. Alors les combats, peut-être que je peux revenir sur cette autre image-là, c'est-à-dire la carte. Et les combats, je vais essayer de ne pas entrer dans des détails trop précis, mais il y a 2-3 petites choses qui me paraissent intéressantes, que j'ai découvertes en travaillant sur la question. Les combats dans l'Aube, il y en a. Alors, je vous ai peut-être donné l'impression que c'était gagné d'avance pour les Allemands, que ce flux que vous avez vu avec cette image de l'invasion allemande, que rien ne va résister au flot allemand, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est même pas vrai du tout, sauf que je n'ai pas fait apparaître ici les combats, pas plus que là, même si dans les points verts que vous voyez apparaître, il y a l'indication en fait de combat, parce qu'il y a beaucoup de morts côté français. Alors, il était dans le département de l'Aube, extrêmement difficile de combattre les Allemands. Alors, ce n'est pas lié du tout à la géographie, c'est juste lié à la temporalité. Le front s'est complètement effondré et il n'est plus possible au niveau de notre département de manœuvrer à l'échelle divisionnaire. Bon, si on réfléchit 2 secondes au fonctionnement d'une armée, hein, il y a, vous savez, un certain nombre de structures, l'armée, le corps d'armée, la division, ensuite la brigade, le régiment, le bataillon, la compagnie, la section et le groupe. Voilà pour toute la litanie de l'organisation militaire. Les divisions ne peuvent plus du tout se coordonner dans notre département. Pourquoi ? Et parce que tout s'est effondré juste avant, dans le département de la Marne. Les derniers lieux de bataille à l'échelle divisionnaire, c'est, alors par exemple, la bataille de la montagne de Reims. C'est par exemple la bataille des marais de Saint-Gon. Alors les marais de Saint-Gon, ça nous fait penser à la Première Guerre mondiale. On oublie qu'il y a eu une deuxième bataille des marais de Saint-Gon dans la Seconde Guerre mondiale, avec des divisions qui essaient de se coordonner et qui n'y arrivent plus. Il y a le combat du bois des grands usages aussi, juste au sud de l'Aisne, entre l'Aisne et entre la rivière Aisne et Reims, où il y a des combats assez durs qui sont menés. Mais c'est plus possible dans l'Aube de travailler à l'échelle divisionnaire. C'est plus possible. Donc il reste quoi ? L'échelon régimentaire, il n'est plus opérant non plus. Les régiments sont disloqués. Les colonels ne savent pas où sont leurs bataillons, parfois. Et quand ils le savent, ils n'ont aucun contact avec eux. C'est-à-dire qu'ils savent à peu près où ils sont. Et ils se disent qu'ils doivent être à peu près par là. Mais on n'a plus de contact. Donc, à l'échelon du bataillon, on a des bataillons qui arrivent encore à rester structurés. Et en dessous du bataillon, qu'est-ce qui reste ? Il reste en fait quelque chose d'assez étrange. Un cadre tout à fait, moi qui m'a beaucoup intrigué, un cadre qui est mis en place dans l'urgence. Ce cadre, c'est celui de groupes, j'appellerais ça de groupes informels, qui sont structurés au dernier moment par des officiers qui récupèrent autour d'eux alors quelques hommes qu'ils connaissent et auxquels ils vont agglomérer quelques autres isolés, comme on dit dans l'armée, qu'ils vont retrouver. Alors, le charisme de ces officiers va certainement faire que les soldats vont faire confiance, vont se mettre avec eux, et on va avoir des formations militaires en mode très dégradé. Mais alors, des formations militaires en mode dégradé qui s'avèrent assez efficaces. C'est ça tout le paradoxe. C'est-à-dire que ces officiers arrivent à motiver les troupes sur donc, des opérations qui ressemblent davantage à des coups de main qu'à vraiment ce qu'on apprend dans une école d'officiers. On est entre la guerre régulière, celle qu'on apprend dans les écoles, et la guerre irrégulière, celle qui va être la guerre des partisans. On n'est pas encore dans la guerre des partisans, on n'est pas encore dans le combat de résistants, par exemple, mais on est dans quelque chose, dans un entre-deux, qui est assez surprenant. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure, et un exemple qui est bien connu. Donc, dans ce cadre nouveau, dans ce mode dégradé de fonctionnement des unités, donc c'est en dessous, parfois même, du niveau de ce qu'on appelle une compagnie. Une compagnie, c'est 150, 160 hommes, c'est en dessous de ça. Hein. Parfois, c'est quelques dizaines d'hommes. Et on arrive à faire quelque chose. Qu'est-ce que nos soldats peuvent faire ? Donc, c'est une petite révision, si vous voulez, des tactiques qu'on voit à l'œuvre dans notre département entre le 13 juin et le 18 juin 1940. Alors, le premier élément, c'est tenir les ponts. Alors, soit les faire sauter, pour que les Allemands ne les franchissent pas, soit les garder pour que les troupes qui sont encore au nord puissent s'évacuer vers le sud. Bien. Et alors, ça ne marche pas tout le temps. Il y a des ponts qui sautent, d'autres qu'on n'arrive pas à faire sauter. Donc les Allemands vont les prendre, bien sûr. On a parfois des opérations qui fonctionnent. Je peux prendre l'exemple du pont de Courtenau. Donc on est en amont de Troyes, sur la Seine. Et le 16 juin, donc c'est tard le 16 juin, parce que la ville de Troyes a déjà été prise par les Allemands. Le département, il est déjà
partiellement sous le contrôle des Allemands. Et le 16 juin, à Courtenay, il y a un groupe qui arrive à se structurer autour de différentes unités. Alors c'est incroyable, hein, parce qu'on a plusieurs groupes de reconnaissance divisionnaire, un groupe de reconnaissance de corps d'armée, une batterie d'un régiment d'artillerie, on a une section d'éclaireurs moto, on a quelques hommes du 151e régiment d'infanterie, et ce groupe-là arrive à tenir le pont pour que 2 régiments qui sont en retraite parviennent à le prendre, à passer sur ce pont. Donc les 2 régiments en question, c'est le 151e régiment d'infanterie et le 80e régiment d'infanterie qui vont aller combattre quelques kilomètres au sud du côté de Lantage, Vougray, et voilà, dans la région, si vous voulez, non loin de la forêt de Chaours. Et donc, il y a des opérations qui fonctionnent, il y a aussi pas mal de ponts qui sautent, puisque le génie est là pour ça, donc on arrive à détruire des ponts. C'est quelque chose. Alors, il y a des combats autour des ponts assez fréquents. La deuxième tactique, si vous voulez, qui est utilisée dans ces combats, c'est ce qu'on appelle la manœuvre des bouchons. Alors, ça a été théorisé a posteriori par le général Georges. Ça consiste en gros à rassembler toutes les troupes qu'on peut, alors dans des groupements informels tels que ceux que je vous ai décrits tout à l'heure, hein, dans ces espèces de compagnies ou de sous-compagnies dégradées, et on essaie de tenir une zone de carrefour pour bloquer les Allemands. Et donc, évidemment, essayer de les retarder au maximum. C'est typique du combat d'arrière-garde. Dans l'Aube, on le voit fonctionner assez peu. Le 4e régiment de tirailleurs marocain, tout au nord du département, arrive à le faire dans la nuit du 14 au 15 juin pour faciliter le repli de l'ensemble du régiment. Ça fonctionne plutôt pas mal. La 240e division légère d'infanterie qui avait pris position du côté de Vendeuvre, Bar-sur-Seine et Chaours avait prévu de maintenir 3 bouchons sur précisément Vendeuvre, Bar-sur-Seine et Chaours. Et au moment où d'ailleurs les bataillons de cette division essaient de prendre position, l'ordre arrive de tout lâcher et de décrocher. Donc ils n'ont pas eu le temps de pratiquer cette tactique du bouchon. Et donc la division est obligée de se retirer tout de suite. La 3e tactique, qui n'en est pas du tout une, c'est pas du tout une tactique, c'est juste une forme de combat, c'est ce qu'on peut appeler les combats de rencontre. C'est-à-dire, c'est tomber sur les Allemands là où on ne pense pas qu'ils sont. D'accord ? Et donc là, il faut faire preuve d'initiative et de caractère offensif. Alors, il y en a beaucoup, c'est les plus nombreux. Il y en a dans tout le département, c'est bien raconté par André Beury dans son ouvrage. Moi, j'en ai pris un qui n'est, je crois, pas très connu. Ça se passe à Saint-Benoît-sur-Seine, au nord-ouest de Troyes. Les Allemands sont installés à proximité du mont Bel-Air, pour ceux qui connaissent la zone de Saint-Benoît-sur-Seine. Et on a là quelques fragments du 1er régiment de Zouaves et du 6e régiment de tirailleurs algériens. Ces soldats qui ne sont pas très nombreux ont un atout, ils ont une pièce d'artillerie de 75 mm. Donc c'est un calibre qui commence à être sérieux. Vous vous souvenez tous du 75, notre 75, celui de la guerre de 14, c'est celui-là, et ça fait encore mal, hein, 75 en 1940, et donc ils vont tomber sur les Allemands, ils ne pensaient pas trop tomber sur eux, ils tombent sur les Allemands, ça se passe le soir, dans l'après-midi, en fin d'après-midi du 15 juin 1940, et on en a une description du combat. L'officier qui commande dit ceci: à la nuit tombante, donc le groupe se heurte à des éléments ennemis installés à hauteur du mont Bel-Air, qu'il bouscule, en particulier par une charge à la baïonnette de nos tirailleurs, qu'accompagne le tir de la pièce de 75, débouchant à zéro. Donc débouchant à zéro, ça veut dire à l'horizontale, pour un tir court, mais qui peut être extrêmement meurtrier. Un autre témoin raconte, c'est assez intéressant parce que c'est une opération qu'on peut voir de plusieurs points de vue. Donc voilà. Le canon gronde, nous dit cet autre témoin, la fusillade crépite, les balles sifflent, ce baroud dure une demi-heure à peine, il s'achève à la nuit par l'anéantissement de la résistance allemande. Donc voilà, des combats de rencontre, il y en a beaucoup. Alors il y en a un qui est très très célèbre, qui est en train d'être travaillé par un de mes collègues, qui est peut-être ici, je ne sais pas s'il a pu arriver, qui nous vient de Lyon. Il est là-bas, voilà, enchanté. Donc, Stéphane Mantoux, qui travaille sur ce combat, dont je dirais juste un mot, mais pas plus, parce que voilà, il y aura une publication bientôt, c'est le combat d'Artonnay, voilà, qui est alors l'exemple même d'un combat de rencontre, mais alors un très très gros combat avec énormément de morts. Et évidemment une bataille particulièrement sanglante. Les autres formes de combat qu'on peut voir dans l'Aube, ce sont des combats en zone urbaine. André Beury a très bien raconté ça pour Troyes. Ça a été largement retravaillé après. Il y a un article de Ludovic Trouvé
dans les mémoires de la Société académique de l'Aube, qui est très éclairant sur ce qui s'est passé. Je vous cite juste quelques lignes, ça se trouve dans les mémoires de 2016, donc vous pouvez trouver ça facilement à la médiathèque de Troyes. Et il dit ceci: le premier contact entre les deux armées a lieu rue de la Cité, où une colonne hippomobile française est faite prisonnière au niveau du canal, et où les premiers coups de feu retentissent place du Préau, où un soldat français tire depuis les jardins de l'Hôtel-Dieu, ce qui va conduire évidemment à des combats. Alors pourquoi les Allemands ont-ils pu pénétrer aussi vite dans la ville de Troyes? C'est qu'en fait les troupes françaises attendaient les Allemands par le nord, et ils arrivent en fait par le nord-ouest, par la Seine, en remontant la Seine. C'est pour ça qu'ils arrivent directement par la rue de Presse, qui est comme un pistolet braqué vers le centre-ville. Hein. Donc ils déboulent pratiquement sans obstacle. Ils déboulent pas que de là, ils viennent de la RN 60, donc ils viennent d'Estissac en gros, donc, où effectivement ils vont créer une sorte de deuxième front. Et il y a un troisième front qui va arriver en fin d'après-midi, qui est les divisions qui viennent du nord et qui tombent sur les troupes françaises qui sont massées plutôt dans la partie nord de l'agglomération et qui vont se faire effectivement, alors qui vont se battre de façon extrêmement acharnée. Il va y avoir des combats extrêmement violents dans le nord de Troyes. Donc ça ne s'est pas bien passé, hein, la prise de Troyes par les Allemands. Absolument pas. Hein. Mais les Allemands ont quand même gagné, mais ça s'est très mal passé. Donc ces combats en zone urbaine, c'est là que je voulais justement reprendre un exemple de ce type d'unité un peu créée comme ça, au coup par coup et un peu par le hasard de la guerre. C'est évidemment ce qu'a fait le lieutenant Tétinger donc à Saint-Par-au-Tertre, en prenant donc effectivement des hommes de sa batterie du 66e régiment d'artillerie d'Afrique. Donc il a mission de tenir le pont de Saint-Par, et il va le faire le 15 juin, dans l'après-midi du 15 juin, entre 14 et 17 heures. Blessé, il va réussir à rassembler quelques autres hommes et à se battre jusqu'à ce que, malheureusement, il soit lui-même tué dans les combats, et une partie de ses hommes aussi. Mais cet ultime combat, qui correspond un peu à ça, hein, c'est-à-dire, bon, on a rassemblé des hommes, on a fait ce qu'on a pu pour essayer de tenir. Ces combats vont quand même permettre à plusieurs régiments de contourner Troyes, parce qu'en fait, il va empêcher les Allemands d'entrer dans Saint-Par-au-Tertre, ce qui fait que le soir du 15 juin, Saint-Par-au-Tertre est libre d'Allemands. Je ne le dis pas comme ça au hasard, c'est le colonel Cotenay du 80e régiment d'infanterie qui passe à Saint-Par-au-Tertre vers 20h, 21h le 15 juin. Il dit: il n'y a pas d'Allemands. On nous a dit qu'il y avait des Allemands, il n'y en a pas. Donc lui, il va cantonner du côté de Villechetif, et ensuite, avec son régiment, ils vont ensuite passer le pont de Courtenay le lendemain pour aller vers la zone de Vougray-Lantage, qui doit être leur zone la position qu'ils doivent tenir, qu'ils doivent prendre. Et donc, ce type de combat en zone urbaine est particulièrement violent. Alors, il y a des descriptions beaucoup plus détaillées par André Beury. Alors, d'autres tactiques apparaissent dans les combats, le combat à la baïonnette et des combats de chars aussi, avec les combats de Montsuzin, mais on n'a pas le temps trop de développer ça. En deux mots, pourquoi une défaite militaire française? Il n'est pas question de revenir sur les causes politiques, stratégiques, économiques de cette défaite. En revanche, moi j'ai trouvé dans les rapports des officiers, contenus donc dans les journaux de marché opération qui sont conservés au service historique de la défense, j'ai trouvé pas mal d'informations sur ce qui se passe dans l'Aube pour eux. Et la première chose qui est relevée par les officiers, c'est une stratégie de colmatage des brèches. C'est-à-dire que la stratégie est plus du tout capable de faire autre chose que colmater des brèches, et même ça, c'est difficile à faire. Un officier du 4e RTM, le capitaine de Fonclare, nous dit il fait état de l'incohérence des dispositions prises et du décousu des opérations. Je passe sur les détails, mais voilà, en fait, on n'arrive plus du tout à structurer quoi que ce soit. Il y a aussi le problème des renseignements qui ne passent plus. Alors, Marc Bloch l'avait très très bien expliqué dans L'étrange défaite en disant ceci, une interrogation: aussi bien avons-nous jamais, durant toute la campagne, su où était l'ennemi? Oui, c'est un problème majeur qui nous concerne aussi. Alors, il y a l'encombrement des routes, je l'ai dit tout à l'heure, avec le problème des civils et des réfugiés sur les routes. Il y a la maîtrise du ciel par les Allemands, bien entendu. Il y a le mauvais équipement des unités françaises qui évidemment pose énormément de problèmes. Le général Buisson, qui commande la 240e division légère d'infanterie dont je vous parlais, alors qui s'est formée juste en juin 40, hein, donc c'est vrai qu'elle était toute jeune, mais voilà ce qu'il dit: au manque de commandement, d'artillerie, d'engins anti-chars, de transmission et de moyens de transport s'ajoute une absence totale de cohésion, surtout à l'échelon état-major et service, car le temps a manqué aux uns et aux autres pour travailler ensemble et pour apprendre ainsi à se connaître. Et il dit: ma division, elle n'est pas en mesure de combattre dans des conditions acceptables. Voilà le rapport qu'il fait. Et je pourrais vous lire de nombreux rapports qui font état de soldats sans armes,
de soldats sans armes, où il y a un fusil pour 2, un fusil pour 3, où au lieu de 80 camionnettes, on en a 20, où au lieu de 80 mitrailleuses, on en a 20 qui n'ont pas été testées. Donc elles sont sorties d'usine, elles sont dans leur emballage d'usine, et il faut les tester, elles ne marchent pas pour une partie d'entre elles. Elles n'ont pas été évidemment préparées. Le manque de ravitaillement est une catastrophe. J'ajoute, cerise sur le gâteau, que notre armée n'a plus de cartes. Donc pas de carte d'état-major. Les soldats, les officiers en sont réduits à essayer de chipper dans les maisons des cartes PTT dans les calendriers, où les routes ne figurent pas, nous dit un officier. Et un autre officier nous dit on n'a pu remettre au chef de bataillon que des croquis de l'itinéraire. On n'a plus de cartes. Les armées allemandes avaient des cartes topographiques de la France. Donc ceci explique aussi l'importance des pertes que vous voyez apparaître sur le tableau à gauche. C'est un tableau qui est issu, alors qui n'est pas produit par les archives, par l'administration préfectorale, mais que j'ai reconstitué. Et ce tableau nous montre un nombre élevé de morts. Alors, on laisse de côté les morts allemands, parce que 200, on n'est pas sûr. C'est ce qui est relevé par les Français, mais très compliqué à savoir combien d'Allemands. C'est au minimum 200 soldats allemands qui ont été tués, mais probablement plus. Pour les soldats français, c'est environ 2000 hommes. Alors, il y a là-dedans, c'est les soldats alliés, donc il y a 27 soldats d'autres nationalités, belges, anglais et polonais. Vous avez dans les autres soldats français, donc des métropolitains et des coloniaux, les indigènes, d'accord ? Donc soit de l'armée d'Afrique, donc marocains, tunisiens, algériens, soit de l'armée coloniale, c'est-à-dire les tirailleurs sénégalais. Vous avez les civils qui apparaissent aussi, donc ça c'est le décompte de 1941, et vous avez un nombre d'inconnus dont on ne sait pas s'ils sont militaires ou civils. Par rapport aux autres départements, alors attention, ce n'est pas les mêmes chiffres, pourquoi ? Parce que c'est ceux de Mémoire des Hommes, et dans Mémoire des Hommes, vous n'avez pas les inconnus. D'accord ? Ne sont référencés en ligne que les gens qui sont identifiés. Et donc, si je regarde, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec les départements autour. En juin 40, 1305 morts dans l'Aube, c'est relativement élevé par rapport à beaucoup d'autres départements. Évidemment, il ne faut pas comparer avec la Somme, parce que la Somme, en juin 1940, c'est le choc de l'invasion allemande du plan rouge. Donc, et c'est là qu'ils prennent en premier le choc de la bataille, de cette bataille, donc le fameux plan rouge qui commence en juin 1940. Cette image, qui est une carte postale de propagande, et que je trouve intéressante parce qu'elle nous montre un char français B1 bis, arrêté comme une espèce de géant qui se serait fait écraser, et à côté cette troupe allemande qui a l'air plutôt légèrement équipée, presque des surhommes qui ont vaincu la bête féroce. Alors elle est intéressante parce qu'elle est à front renversé de ce que nous savons de la guerre. Les forces mécaniques qui écrasent l'armée française, pour paraphraser le général de Gaulle, c'est les Allemands, c'est pas nous. Et là, les Allemands, ils apparaissent comme presque pacifiques. Ils sont très peu armés. Et les Français, qui étaient très lourdement armés, ils sont écrasés. Alors, c'est typique de la propagande de l'été 1940. Vous savez peut-être qu'en Allemagne, l'Allemagne a exulté devant la victoire sur les Français. L'hitlérisme est au summum de sa puissance à ce moment-là, et ça nous renvoie à pas mal de questions sur l'opinion publique en Allemagne en 1940, parce qu'en août 1940, il y a très très peu de gens qui s'imaginent critiquer le régime nazi, et donc cette carte de propagande participe à cette espèce d'euphorie nazie qui se développe dans l'été 1940, parce qu'on a vaincu la France et qu'on ne s'attendait pas à la vaincre aussi facilement. Le dernier point, les prisonniers, parce que la guerre ne se termine pas avec les combats, elle continue avec les prisonniers. Alors, c'est toujours une photo de propagande, de la même brochure que celle de tout à l'heure qui montrait l'entrée des Allemands à Troyes. Vous avez un camion SS avec une estafette qui est en train de passer et qui longe un convoi de prisonniers. Ça ne se passe pas dans l'Aube, mais je l'ai prise parce qu'elle est assez intéressante, et on voit un convoi de prisonniers qui n'a pas l'air d'être très très bien surveillé, ce qui pourrait vous faire penser que le sort des prisonniers au début a été facile. Alors il faut se débarrasser des images qui nous viennent du cinéma, de la 7e compagnie et tutti quanti, parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été beaucoup plus méchant que ça, vous vous en doutez bien. Et donc, la première chose que nos soldats ont à affronter, c'est des marches. Vous en voyez ici un exemple, mais des marches qui sont extrêmement douloureuses parce qu'on va les rassembler d'abord dans des points de regroupement temporaire où les conditions sont épouvantables. Alors, ils sont maintenus là-dedans quelques heures, quelques jours parfois. Maison-les-Chaours, Saint-André-les-Vergers, Torvilliers et d'autres. Ils n'ont rien, ils sont mis dans un champ.
il y a quelques gardes autour, et les gars, ils sont complètement épuisés, ils sont complètement déphasés, voilà, et on ne les nourrit pas. Et ils font des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre les Frontstalag. Donc les Frontstalag, c'est les camps de prisonniers du front, qui sont aussi des camps temporaires, qui ne sont pas destinés à être maintenus longtemps, puisque à partir de ces Frontstalag, on enverra ensuite les soldats français en Allemagne. Et donc nous, dans l'Aube, on a 3 zones de Frontstalag, Romilly, Mailcan et Troyes. Voilà Mailcan, autre photo de la collection de Baptiste Garin, avec des soldats qui viennent d'arriver. Donc le camp de Mailly est transformé en gigantesque camp de prisonniers. Plus de 20 000 hommes, 30 000 hommes, nous dit un rapport de juillet 1940, 2400 officiers, donc c'est énorme. Et l'officier qui raconte ça, du 4e régiment de tirailleurs marocains, nous dit « La nourriture est mauvaise et réduite, il n'y a pas de différence entre la ration d'un soldat et celle d'un officier », nous dit-il. Il est formellement interdit d'écrire, le commandant du camp est d'une brutalité inouïe et n'admet jamais la moindre amélioration du régime. Un Sénégalais qui ne pouvait plus marcher est abattu d'un coup de fusil dans le dos, un tirailleur algérien qui avait un couteau de cuisine et quelques cartouches sous la paillasse est fusillé, un autre tirailleur qui essayait de prendre un agneau perdu dans le camp est abattu, 3 prisonniers sont morts épuisés. Donc ça, c'est la réalité de ces premiers camps de prisonniers. Donc là aussi, l'image des prisonniers qui sont planqués, etc., ça ne se passe pas comme ça en fait. Hein. Et j'ai des témoignages sur Saint-Julien-les-Villas, sur Pont-Sainte-Marie ou sur Romilly, qui sont à peu près équivalents à Romilly, un jeune soldat belge qui est abattu par le sergent allemand parce que le gars ne va pas assez vite pour décharger des marchandises. Ce jeune soldat belge, il est abattu comme ça, il est référencé dans l'état civil militaire français. Ça nous conduit évidemment aux exécutions de prisonniers, parce que vous comprenez bien que c'est la dernière étape de cet exposé sur cette tragédie de 1940. Et donc, ces exécutions de prisonniers, en fait, il faut les séparer en 2 catégories. Il y a l'exécution de prisonniers métropolitains, c'est ce qui se passe ici, sur cette image, donc, qui représente la clairière de la Rocatelle, où donc, alors le 16 ou le 17 juin 1940, c'est pas possible, on ne peut pas le savoir en fait, hein, on n'a pas d'idée précise. C'est peut-être soit le 16 juin au soir, soit le 17 juin au matin. 31 soldats sont exécutés, 31 soldats d'unités métropolitaines. Et ça va nous conduire évidemment à évoquer ensuite les exécutions de soldats coloniaux ou indigènes. Alors à la Rocatelle, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nous sommes juste au nord de Vougray, où ont eu lieu, vous le voyez sur la carte topographique, où ont eu lieu des combats importants, le 16 juin 1940, qui impliquent le 151e ERI et le 80e ERI. Et la plupart des soldats qui étaient à Vougray ont réussi à décrocher. Ils sont capturés, pour beaucoup, à la limite de Lyon ou de la Côte d'Or. Mais une partie d'entre eux sont capturés par les Allemands à proximité. Et là, on a très peu de choses comme éléments de témoignage sur ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que le 20 juin, des jeunes de Rumilly, les Vaudes, découvrent dans un champ, là, ils découvrent 31 corps entassés, voilà ce qu'ils disent, entassés les uns sur les autres, et ils notent la présence de douilles de mitrailleuses. Donc 2 indices, des corps entassés les uns sur les autres et des douilles de mitrailleuses, c'est une exécution, évidemment. Donc très vite, on va les ensevelir. C'est ce qui va être fait sous l'autorité du maire de Rumilly, même si le champ que vous avez là, il est administrativement dans la commune de Juilly-sur-Sarthe. 29 soldats sont identifiés avec les papiers, 2 sont inconnus. Et ces soldats, mais les voilà leur visage, quelques-uns d'entre eux. Hein. Vous avez leur nom. Alors au milieu, il y en a un dont on ne voit pas le nom, il s'appelle Musard. En fait, c'était un frère prêcheur qui était infirmier militaire. Et vous avez quelques visages qui apparaissent ici. Et vous avez le monument qui a été érigé en 1997 et qui donne lieu aujourd'hui à une commémoration, un pèlerinage, Vougray, Juilly-sur-Sarthe, pour rappeler le sort de ces soldats. Donc 31 soldats qui sont abattus par les Allemands, probablement par une unité qui dépend de la division SS Verfügungsdivision, sans qu'on puisse être plus précis là-dessus. La plupart d'entre eux appartiennent au 151e régiment d'infanterie. Quelques autres régiments sont impliqués, mais très peu. Régiment de Zouaves, 42e régiment d'infanterie, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Ces fusillés de la Rocatelle nous montrent donc que la fureur allemande est extrêmement présente dans les combats et dans les heures ou les minutes qui suivent les combats. Et cette fureur, les tirailleurs vont avoir à la subir. Alors les tirailleurs, qui sont-ils? Ce sont ces soldats
qui sont soit issus de régiments de tirailleurs marocains, algériens, voire tunisiens, ou de tirailleurs sénégalais. Alors on appelle tirailleurs sénégalais en fait tous les gens qui sont recrutés dans l'Afrique subsaharienne. Il y a un peu plus de 350 tirailleurs, un peu plus de 350 tirailleurs sénégalais et nord-africains, donc de tirailleurs tout court, qui sont tués dans l'Aube en 1940. Ça fait 18% à peu près du total des morts alliés. Ils sont majoritairement issus de 3 pays, l'Algérie, le Sénégal et le Mali. Alors il y a quelques autres pays, le Maroc, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, la Mauritanie et le Niger. Ces soldats, comme le tirailleur Yao Soumda, pour une partie d'entre eux, sont d'anciens soldats qui ont fait leur service militaire, comme donc Yao Soumda, au 7e et au 8e RTS, en métropole, parce que les régiments de tirailleurs sénégalais en temps de paix, ils étaient en métropole. Il y avait par exemple à La Rochelle, il y avait un régiment de tirailleurs sénégalais. Et il revient au pays en 1929, il se marie, il a 3 enfants, il est rappelé en 1939, et il retrouve la métropole en mars 40, et on le retrouve mort, donc à Courterange. Dans quelles conditions il est mort? Ça va être difficile de le dire. Il y a peut-être un indicateur qui nous permettra de le dire, mais cet indice-là, je ne l'ai pour l'instant pas utilisé. Mais c'est un peu compliqué, si j'ai le temps, je vous dirai après. C'est des gens comme Yao Soumda. Le document il est assez terrible parce qu'on voit juste ça, il n'y a pas de photo, il n'y a rien, il y a quelques indications ici qu'on voit marquées. Donc on a retrouvé ces papiers, ce qui n'est pas le cas de nombreux tirailleurs, puisque la moitié des soldats morts dans l'Aube sont inconnus. Ça veut dire donc on a enlevé leurs papiers et leurs plaques d'identification, ce qui est un signe aussi des massacres très très souvent. Donc ces tirailleurs sénégalais, les voilà de plus près. Nouvelle photo de Baptiste Garin qui est terrible. Parce que vous voyez 3 hommes qui sont le long d'une route, ils sont terrifiés, ils sont pris en photo par un soldat. Ce n'est pas une photo de propagande officielle. Je ne l'identifie pas comme telle, enfin Baptiste nous dira peut-être tout à l'heure, mais moi je ne l'identifie pas comme une photo de propagande. Je la vois plutôt comme un instantané. Ils ont peur. Rien ne nous dit ce qui va se passer après. Et c'est ça, le problème des photos qu'on a, c'est qu'on n'a pas forcément la photo de ce qui se passe après, mais je ne sais pas, il y a quelque chose, ils sont terrifiés, ils sont le long d'une route, et malheureusement, on a la crainte qu'ils aient été exécutés après, sans que je puisse bien entendu l'attester. Le lieu principal où nous avons identifié des massacres. Alors je dis nous parce que je ne suis pas tout seul à travailler là-dessus. Il y a donc Baptiste Garin, il y a Julien Fargetas, qui est historien français spécialiste de tirailleurs sénégalais, qui a travaillé aussi sur cette question-là. Et ça se passe à la Grand-Jorée. Alors la Grand-Jorée, c'est un hameau qui dépend de la commune de Mongueux, mais qui jouxte la commune de Massé. Et en 1940, le maire de Mongueux, il identifie un certain nombre de fosses où sont ensevelis des soldats. 3 fosses uniques, ça veut dire 3 fosses d'un corps chacune, 2 fosses contenant 7 corps, une fosse contenant 6 corps, une fosse contenant 10 corps et une fosse contenant 4 corps. Et ça, c'est un indicateur tout simplement d'un massacre. Il précise que les soldats sont noirs, inconnus, pas de plaque métallique, et il rajoute, la seule indication qu'on a, c'est Mann Schwarz, homme noir, écrit en allemand, et ils ont été, selon lui, ensevelis le 22 juin 1940. Quand il écrit ça, c'est juste après, hein, c'est dans l'été 1940. 25 autres soldats sont indiqués comme étant tués à Massé. Vous avez le positionnement le long de la route nationale 60 des soldats sur la partie Massé. On ne voit pas la partie Grand-Jorée, commune de Mongueux, ça c'est le maire de Massé qui fait ce document. Il faut retenir cette image avec des soldats qui sont le long de la route dans des fosses, et des soldats qui sont dans les champs de part et d'autre de la route. Vous allez comprendre après. Parce qu'après, c'est ça. Et ça, c'est une photo qui a été publiée dans Libération Champagne d'Esté Clair. Il y a eu un article de Jean-Michel Van Hout en mai 2022, à partir des 2 photos que Baptiste a réussi à retrouver et qui nous montrent des soldats sénégalais, tirailleurs sénégalais, ça ne veut pas dire qu'ils venaient du Sénégal, d'Afrique subsaharienne, qui ont donc été exécutés, dont les corps sont déposés, et c'est avant l'ensevelissement dans les fosses dont parlait le maire de Mongueux à l'été 1940. Ces soldats sont déposés là. Alors, viennent-ils d'être exécutés? Est-ce que c'est le lendemain? Impossible de le déterminer. On peut supposer que c'est un certain temps après. Vous voyez sur la route, à gauche, des véhicules. Est-ce qu'on est en train de rassembler des corps, de les déposer là? Ce qu'on est en train de passer, difficile de dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça se passe donc
pas très très longtemps, avant le 22 juin, parce que le 22 juin, c'est la date d'ensevelissement de ces corps. Et nous avons donc ici tout lieu de croire qu'il s'agit évidemment d'une exécution. Enfin, ce n'est pas une croyance, c'est de l'ordre de la preuve de type presque judiciaire ici. Mais il y a un troisième élément qui est important. Vous avez donc les témoignages des maires, vous avez cette photographie, vous avez les recherches qu'a fait Julien Fargetas au service de l'état civil militaire. Il faut savoir que les corps des soldats, en 1940, tous les soldats de 1940 ont été dans un premier temps inhumés sur place, puis ensuite réinhumés en 1941 dans les cimetières communaux. Et en 1958-59, la République a souhaité que tous les corps des soldats soient rassemblés dans des nécropoles nationales. Pour nous, dans l'Aube, c'est la nécropole nationale de la ferme de Suippes. On a donc exhumé les corps. Et l'officier d'état civil qui fait ça, qui est c'est pas un officier d'état civil, c'est une personne assermentée par l'Office national des anciens combattants, fait un rapide examen médico-légal. Alors il n'est pas médecin, mais il a les compétences pour le faire. Et il indique ce qu'il voit sur le squelette. Et à Mongueux, qu'est-ce qu'il nous dit comme indication? Crâne fracassé. Et crâne fracassé, c'est le coup de grâce. C'est la preuve du coup de grâce. Et alors, je ne vais pas m'arrêter là, parce que nous avons découvert deux témoignages qui sont assez évidents pour rendre compte de ce qui s'est passé. Le premier, c'est un simple soldat, Maurice Laurès, du 1er régiment de Zouaves, qui témoigne à son colonel, alors malheureusement dans un témoignage qui n'est pas daté, mais qui est probablement de la guerre, du temps de la guerre, et il dit ça. Il a été fait prisonnier à Troyes le 15 juin, et on est le 16. 5 kilomètres après Troyes, un Sénégalais qui voulait remplir son bidon d'eau fut interpellé par un Allemand qui l'arrêta. J'ai oublié de dire qu'il est dans une colonne qui quitte Troyes et qui prend la RN 60 en direction de Diray-Saint-Julien. Donc ils vont passer d'abord par Estissac et puis ils vont remonter après vers Diray-Saint-Julien, Diray-Saint-Pierre, où il y a un camp de regroupement temporaire. Donc 5 kilomètres après Troyes, un Sénégalais qui voulait remplir son bidon d'eau fut interpellé par un Allemand qui l'arrêta. Quand toute la colonne fut passée, on entendit un claquement sec et nous vîmes le pauvre Sénégalais par terre. Hélas, ce n'était pas le dernier. Quelques Allemands échelonnés le long de la colonne faisaient sortir les Noirs et les Arabes. Un des leurs, à l'arrière, les abattait d'une balle dans le dos. La scène finale fut bien plus horrible. Une cinquantaine de ces pauvres martyrs furent rassemblés, on leur fit ôter les capotes, on les fit courir de chaque côté de la route. Tous les Allemands, qui avec une mitraillette, qui avec une mitrailleuse, qui avec des fusils, qui avec un revolver, tirèrent sans pitié sur ces pauvres gens. Quelques-uns avaient réussi à passer la crête, une automitrailleuse démarra, passa également la crête, il y eut peut-être une centaine de fusillés. Cet horrible et honteux spectacle dura bien une demi-heure. Et juste derrière lui, il y a une deuxième colonne avec des prisonniers français. Et on a un médecin commandant, Jean Demier, chef du service de santé du 1er régiment de Zouaves, qui vient juste après et qui dit, entre Sainte-Savine et Fontvannes, sur le côté de la route à droite, je puis compter 44 Sénégalais allongés 2 par 2 sur le sol, face contre terre, ayant une blessure tirée à bout portant dans la nuque. Et là, vous avez le regard du médecin, qui repère tout de suite l'exécution. Donc, nous avons ici tous les éléments qui attestent d'un crime de guerre. Alors, il n'y a pas 100 morts, il y en aurait une soixantaine, un peu plus de 60. Le soldat dit 100 morts, c'est l'impression qu'il a eue, mais une soixantaine de morts, ce qui donne évidemment ici à cette affaire-là un caractère très particulier, parce que c'est probablement le massacre le plus important. Alors d'autres soldats sont exécutés tout à côté, à Torvilliers, à Messon, à Fontvannes, à Bussé-en-Othe, voire à Sainte-Savine. C'est pas tout à fait sûr pour Sainte-Savine, parce qu'il y a eu quelques combats, donc ils ont peut-être été tués dans les combats. Mais par exemple, à Messon, Fontvannes, Bussé-en-Othe, les tirailleurs sénégalais qu'on retrouve, ils ont été exécutés. On les retrouve très tard, hein. Pour certains, on les retrouve dans la fin de l'été et dans l'automne 1940. Parce qu'ils ont été, c'est terrible à dire, mais Julien Fargetas a travaillé là-dessus, ils ont été tués dans des scènes de chasse. Il a écrit un article sur les pratiques cinégétiques de l'armée allemande en 1940. On organise des chasses. Il n'y a pas que les SS qui font ça. On trouve ça, on trouve des expressions de la part de soldats de la Wehrmacht aussi qui attestent de ça. Alors ce type d'exécution, là, pour ce qui est de la RN 60, c'est probablement une unité de la division SS Verfügungsdivision qui a perpétré ce crime. Et donc d'autres crimes sont à déplorer. Alors à Geny, 11 tirailleurs sénégalais qui sont fusillés. À Javernan, Canouza, un tirailleur qui a réussi à s'échapper et qui s'est réfugié à Javernan, où il est
protégés par la population. Malheureusement, une unité allemande arrive, le repère et l'exécute le 18 juin. Et donc, c'est un autre exemple. Ce qui veut dire que les massacres de tirailleurs, ça peut être aussi très, très limité à une personne, mais c'était tout à fait la même pratique. On a même une exécution qui a lieu en janvier 1941 au cours d'une chasse organisée par les Allemands dans la région de Marolles-Soulinière. Donc ils allaient chasser le gibier et ils tombent sur un Sénégalais qui s'est planqué dans la forêt, qui était certainement alimenté par la population de Marolles-Soulinière. Première chose qu'ils font, ils l'abattent. Et le maire dit « Ce pauvre soldat devait être caché dans la forêt depuis les événements de juin ». Il le dit au préfet. Et donc c'est rare quand les maires disent vraiment, en 1940, il a été exécuté par les Allemands. Lui, il le dit. Donc il fut découvert et abattu par les troupes d'occupation cantonnées dans la commune. Je passe le reste. Mais c'est assez terrible. On retrouve donc d'autres exécutions probablement à Ormes, au Risset, à Torvilliers, à Bagneux-la-Fosse. Mais il faudrait évidemment développer davantage ici les recherches. Les causes de ces massacres sont à chercher du côté du racisme nazi et de l'idéologie nazie. Et le temps va me manquer pour développer cette partie, mais il y a un historien allemand qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Raphaël Scheck, qui a écrit un livre qui s'appelle « Une saison noire », où il décrit les exécutions de tirailleurs à travers toute la France. Et qui donne des explications très détaillées là-dessus. Il y a des ordres aussi, notamment du ministre de la Propagande Goebbels, qui, fin mai 1940, s'en prend ouvertement aux tirailleurs sénégalais. Donc la presse allemande, aux ordres évidemment du ministre de la Propagande, va développer toute une série d'articles qui ne peuvent qu'encourager les unités allemandes à pratiquer ce genre de massacre. Il y a une autre raison qui n'est pas négligeable, c'est la présence dans notre département d'unités qui ont déjà commis des crimes de guerre ailleurs, en Pologne, contre les Polonais, et dans le nord de la France, contre des unités soit anglaises, soit françaises, avec des exécutions du même type que celle de la Rocatelle, par exemple. Et il y a un historien français, Jean-Luc Leleu, qui a montré que, par exemple, pour des divisions comme les divisions SS, plus la division subit des pertes, plus elle tue les prisonniers quand elle les capture. Une vengeance immédiate. Et il y a un rapport des renseignements généraux qui, de ce point de vue-là, est très éclairant, sur l'Aube, qui dit ceci, il faut juste que je le retrouve, un rapport de 1944 qui parle de ce qui s'est passé à la Rocatelle. D'après la rumeur publique, dit l'inspecteur des renseignements généraux, les Français auraient été massacrés par les Boches pour la seule raison qu'à Vougray, les soldats français ont opposé une résistance à l'ennemi et ont tué plusieurs Allemands, dont un colonel. Et donc, Jean-Luc Leleu, il montre, alors lui par des statistiques, comment lui s'intéresse à la division Totenkopf, qui est une autre division SS, dans le Nord, comment chaque fois qu'elle est accrochée par les Français, immédiatement après, il y a des exécutions. Et on fusille. On exécute parfois dans des conditions absolument épouvantables. En conclusion, cette guerre de 1940 et ces combats de juin 1940 ont été terribles pour notre département. L'Aube a été malheureusement un véritable piège pour les réfugiés de l'Exode. Pour les divisions françaises qui sont passées par là, le département a aussi été un lieu de combat. Juste de façon indicative, plus de 200 régiments français passent par le département de l'Aube. Et il y a un officier français qui comptabilise 19 divisions à Chaours, passant dans la région de Chaours le 16 juin. 19 divisions, c'est considérable. Donc il y a une agglomération ici très importante de Français et des combats donc, qui sont non négligeables. Le département en sort dans un drôle d'état. Et je vais vous citer juste un extrait d'un auteur allemand, qui n'est pas ma passion, mais qui a été dans l'Aube en 1940. Je dois cette information à Jean-François Nivet, dont peut-être certains se souviennent et connaissent bien, professeur de littérature qui a beaucoup écrit sur la littérature et sur l'Aube. C'est un texte de Ernst Jünger, parce que Ernst Jünger, il est dans l'Aube en 1940. Et voilà ce qu'il dit. Sur la route, des monceaux de chevaux morts, encore attelés à des chariots de munitions et à des cuisines roulantes. Ensuite, les morts. D'abord un, à gauche dans les champs, couvert d'une toile de tente, disposé de telle sorte que seul son avant-bras était encore visible. Puis à droite, devant un bosquet, un grand champ de cadavres. Ici, tout un groupe avait pris position le long d'une route et avait tenté de gagner le couvert du bois. Il avait dû être anéanti pendant leur courte galopade sous le feu.
Alors, le problème de Ernst Jünger, c'est que c'est quelqu'un qui a théorisé la guerre et qui en a donné une vision esthétique, et donc moi je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Mais ce témoignage sur... alors, l'Aube, c'est du côté de Romilly, difficile de localiser, hein, c'est entre Cézanne et Romilly qui décrit ça. Ça correspond assez à ce qu'on voit. Alors, ça se passe le 20 juin, puisque c'est dans son journal, 20 juin 1940, voilà ce qu'il décrit. Juste une dernière chose, la mémoire de ces combats, elle a été largement oubliée parce que recouverte par... la période de l'occupation et aussi par les massacres que les nazis ont perpétrés dans notre département en 1944. Mais il y a quand même des gens qui ont essayé de maintenir comment dire, le souvenir. C'est le cas par exemple de la commune de Geny qui va construire une tombe aux 11 tirailleurs sénégalais qui ont été fusillés en 1940, donc dans le cimetière municipal. Alors la tombe, malheureusement, là, ça c'est, je ne sais pas pourquoi. Oui, ça c'est bon, ben voilà. Cette tombe, elle existe toujours. Elle a été rénovée puisque l'année dernière, en juin 2025, la commune de Geny et celle de Javernan, oui, ont rendu hommage aux tirailleurs sénégalais qui ont été exécutés sur le territoire communal en juin 40. Donc il y a quand même une mémoire qui aujourd'hui apparaît. Et puis dans plusieurs autres endroits du département, il y a des monuments commémoratifs avec des commémorations actives. Donc ça nous donne quand même l'idée qu'il y a au niveau mémoriel quelque chose qui existe. Et je crois que c'est important de se souvenir voilà, de ces combats et de cette proximité finalement de la guerre dans notre histoire. Je vous remercie. C'était magnifique. Oui, c'est pas gai. Oui. Alors je pense que monsieur Garcin, peut-être dire un mot. Baptiste. Des questions à poser. Par exemple, il y a encore énormément de choses. Oui, je n'ai pas parlé de Léo non. Qui a enfermé les prisonniers. Non. Oui. De Franck Stalag, 124. Baptiste. Il y a tellement de choses à raconter. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a redit les choses comme elles s'étaient passées, parce que pendant toute une période, entre la fin de la guerre et aujourd'hui, on a raconté que les Allemands étaient très gentils. En 1940, ils caressaient les têtes des petits enfants blonds, que des bonnes choses. Alors que c'est pas vrai, ils se sont conduits comme l'a raconté Olivier. Comme les nazis. Bonsoir à tous. Merci d'être venus et puis bravo à Olivier pour cette excellente conférence et toutes ces recherches que nous faisons ensemble. Donc, moi, vous avez surtout vu les photos. Donc, c'est effectivement des photos que les soldats allemands ont pu prendre lors de leur passage dans l'Aube. Moi, c'est ce qui m'intéresse. On essaie de les collectionner avec mon acolyte Jean-Marie Le Naour là-bas aussi, qui lui est spécialisé surtout sur l'aviation et les photos de l'Aube en général. Il y a un nombre de photos absolument énorme. On parle de milliers, si ce n'est de dizaines de milliers de photos prises par les Allemands. Donc à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, mais les petites caméras permettaient de prendre des photos. Donc c'est assez difficile de les retrouver. Il faut savoir identifier les lieux, donc ça demande une certaine pratique puisque les lieux ont changé. Ça demande aussi donc de pouvoir bien les chercher. Des fois, c'est aussi une question de budget parce que certains thèmes peuvent être assez difficiles à financer. Et donc voilà. En tout cas, on va essayer. Il y a un petit comment dire, un petit avant-goût, mais on essaye déjà de collecter tous ces documents et puis de travailler plus tard à un ouvrage sur la question qui pourra être publié afin que les photos puissent être accessibles au plus grand nombre. Donc voilà, c'est en cours de fabrication et il y a beaucoup de travail là-dessus. Olivier va évidemment nous aider sur la partie historique. Et puis aussi, donc la partie des tirailleurs sénégalais, c'est là où c'est très intéressant parce qu'on voit en fait finalement cette partie occultée de la campagne de France qui est un fait, à mon avis, majeur dans les crimes de guerre commis par les Allemands. Et en fait, la campagne de France n'a pas été une parenthèse dans les combats entre gentlemen. Absolument pas. C'est vraiment le nombre, là on parle de au moins 10 000 morts, si ce n'est plus, d'exécutions par les tirailleurs sénégalais, donc, enfin en tout cas
d'exécution de tirailleurs sénégalais par les Allemands sur tout leur passage. Ils ont émaillé leur passage, que ce soit du nord de la France jusqu'à Lyon, de massacres de tirailleurs. Et comme l'administration s'était écroulée, il n'y a que quelques rares témoignages qui nous permettent de voir ce qui s'est passé derrière le blackout. Voilà. Donc, affaire à suivre. Voilà. En tout cas, il y aura certainement des infos dans la presse. Voilà. Et puis à suivre. Merci en tout cas à tous. Merci. Donc merci Olivier pour cette belle conférence auquel on a assisté. Et je te remercie aussi de me faire intervenir très brièvement. Alors effectivement, nous avons commémoré le massacre des tirailleurs qui a été perpétré sur le territoire de la commune. Très rapidement, donc, comme a dit Olivier, le 14 juin, on avait des bombardements chez nous, et notamment sur le tunnel de Geny. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ici, vous avez la tombe d'un soldat inconnu. C'est le soldat français qui se trouvait dans le train qui a été bombardé sous ce tunnel-là. Voilà comment ça s'est passé. Et nous avons les témoignages grâce à Monsieur Grolet qui avait fait paraître un article dans l'almanach de 1970 et 1972 qui retraçait un petit peu ce qui avait été fait. Donc c'était une habitante de la commune de Règes qui, bien évidemment, avait été partie sur les routes, avait atterri si je peux le dire, est arrivée le soir sur Geny et a vu ces 11 tirailleurs sénégalais que nous avions chez nous, précisément au sein du presbytère. Un autre habitant a témoigné que ces tirailleurs allaient être fusillés le lendemain parce qu'ils n'avaient pas voulu rendre leur fusil. Ils ont été effectivement fusillés, mais là, il n'y avait pas beaucoup de témoins parce que les habitants n'étaient plus dans Geny. Cependant, quand ils sont revenus, ils ont trouvé 11 corps ensevelis très sommairement près de la gare de Geny. Le conseil municipal, à ce moment-là, a décidé d'inhumer ces tirailleurs dans le cimetière communal, ce qui était un acte très très fort, parce qu'en définitive, dans l'acte de délibération que nous avons encore en mairie, il est bien stipulé qu'il ne fallait pas oublier de tels actes qui étaient la honte de l'armée qui les avait perpétrés. Si bien qu'en 1957, lorsque l'État français a demandé à ce qu'on rapatrie les corps à la ferme de Suippes, comme a dit Olivier, au sein de la sépulture nationale, la commune a encore refusé de le faire, considérant que ces tirailleurs leur appartenaient. Et donc, ils les ont mis dans le cimetière avec les tombes que vous voyez là derrière. Alors, ils sont au nombre de 12 exactement, les 11 qui ont été fusillés chez nous, et un major médecin qui avait été trouvé dans les bois de Chaours. Donc, ils sont 12 actuellement dans notre cimetière. Voilà. Il a été utile et nécessaire, et on a jugé à ce moment-là qu'il fallait absolument leur rendre hommage, 85 ans précisément après. D'une part parce que j'ai une sensibilité particulière étant ancien militaire. Ce sont des frères d'armes dans notre commune. Ils sont morts dans l'argile de notre commune, et nous devions leur rendre hommage et garder une mémoire et restituer une mémoire, car la mémoire conservée fait preuve de vérité et de justesse et de sens moral. Je vous remercie. Alors, en ce qui concerne Javernon, c'est le devoir de mémoire qui est venu l'an passé pour honorer la mémoire du tirailleur Canouza, qui a été assassiné le 18 juin 1940. Alors la date est un grand symbole. Et nous avons voulu rendre cet hommage à cet enfant d'Afrique qui n'avait plus de patrie, de tirailleur sénégalais. Il était né en Côte d'Ivoire et on s'est aperçu après qu'il était burkinabé. En fait, il était de la Haute-Volta. Et depuis, son nom est sur le monument aux morts de Javernon. C'est devenu un enfant de Javernon. Voilà. Toujours à propos des soldats coloniaux qui ont été massacrés en 1940,
j'ai lu que les Allemands avaient fait ça en partie en réaction au comportement un peu contestable des soldats coloniaux qui avaient occupé la Rhénanie après la guerre de 14. Évidemment que si ces soldats avaient eu un comportement contestable dans un pays où le mépris des gens de couleur était la règle, on peut, non pas comprendre, mais au moins expliquer ce genre de réaction. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les nazis ont utilisé toute une gamme d'explications, de justifications des crimes, mais aucune d'entre elles ne tient la route. Aucune d'entre elles ne tient la route. Et en fait, cette évocation de l'occupation française de la Rhénanie, pas uniquement, mais par des régiments sénégalais, elle était appelée par les Allemands la honte noire. Alors Raphaël Scheck, il raconte ça, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui était présent en Allemagne. De la même façon qu'était présent en Allemagne le souvenir des combattants sénégalais de la Première Guerre mondiale, qu'on accusait d'être des sauvages. Et il y a des affiches de propagande de 14-18, je ne parle pas d'affiches de propagande nazie, qui montraient les soldats français comme des sauvages, etc. Et tout ça avec quand même l'idée du côté des nazis de renforcer la déshumanisation de l'adversaire. Alors il faut prendre conscience de quelque chose. Quand les Français décident, avant la guerre de 14, de créer des troupes qui puissent combattre en Europe, c'est le général Mangin, ça s'appelle la Force Noire. Il y a un grand nombre de pays européens, et pas seulement les Allemands, qui s'opposent à cette idée par racisme, au nom de l'idée qu'il est impossible à un homme issu des colonies de se battre contre un Européen. Et c'est le substratum idéologique des nazis, il s'appuie là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui était antérieur aux nazis. Ce que les nazis vont ajouter, parce que ce sentiment, cette idée que les troupes venues d'Afrique ne peuvent pas se battre contre des Blancs, c'est profondément, viscéralement raciste. Et il n'y a pas que les Allemands qui le pensaient. On prend en Italie, par exemple, l'Italie était farouchement opposée, l'Italie en 14-18, c'est un de nos alliés, enfin à partir de 1915, farouchement opposée à l'usage de troupes africaines en Europe, au nom de l'idée qu'il est impossible que ces hommes puissent se battre contre des Européens. Et les nazis, ils vont rajouter, bien entendu, ce qui est leur spécificité, c'est cette doctrine raciste de classement de l'humanité en races. Et évidemment, ça ne s'arrête jamais là, parce que dès qu'on commence à parler de race, il y a forcément des races supérieures et inférieures. Et évidemment, les populations d'Afrique subsaharienne étaient considérées comme particulièrement inférieures. Mais oui, les nazis ont instrumentalisé des souvenirs qui existaient dans l'armée dans la population allemande, qui s'attachaient pas forcément, qui avaient été largement grossis avec des éléments de propagande, exactement un peu la même idée qu'ils avaient sur le traité de Versailles. D'accord ? Le diktat, etc. Et là aussi, les nazis, ils ont surfé sur cette vision que les Allemands avaient du traité de Versailles, lequel traité de Versailles, quand on le regarde techniquement, n'est pas si contestable que ça sur un certain nombre de points. Mais voilà, bon, c'est un autre débat. Mais donc, ils ont avancé un certain nombre d'arguments, ils se sont inscrits dans une continuité, si vous voulez, d'opposition à la présence de soldats d'origine africaine en Europe. Et n'hésitez pas à venir sur toutes nos dates. Ceux qui ne reçoivent pas notre lettre, vous donnez simplement votre adresse Internet. Merci. Merci.